Alors, bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Véronique Maltais et je suis agente d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada. Je serai votre animatrice pour cette séance d'information sur le longicorne brun de l'épinette. La séance de cet après-midi, c'est vraiment une initiative conjointe, je tiens à le souligner. Donc, une initiative conjointe de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ASIA, pour les plus familiers, du Centre de foresterie des Laurentides et aussi du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Grosso modo, l'ordre du jour de la rencontre pour cet après-midi est la suivante. Donc, nous allons débuter avec une présentation sur la biologie de l'insecte par Evelyne Barrette, qui est biologiste au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Ensuite, on va poursuivre avec Olivier Morin, qui est biologiste des enquêtes phytosanitaires à l'ASIA, donc l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et puis, Olivier abordera l'historique, l'enquête et la situation actuelle. On va avoir une troisième présentatrice qui est Véronique Martel, chercheuse en entomologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Et puis, Véronique nous présentera les moyens de lutte et la recherche actuelle. Finalement, on va conclure les présentations avec Pierre-Marc Deschaines, qui est spécialiste des programmes végétaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui, lui, va nous parler du rôle de l'ASIA et de la réglementation. La dernière portion de la séance, soit environ les 30 dernières minutes, seront réservées à la période des questions et d'échanges. Avant de laisser la parole à notre première présentatrice, j'aimerais vous partager quelques petites consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, à droite, vous voyez, il y a une icône caméra et la liste des participants. En fait, c'est comme un petit bonhomme. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour afficher la liste des participants. Il y a aussi l'icône bulle qui est le clavardage. Et au bas de votre écran, dans le centre, si je ne me trompe pas, là, vous avez l'option de fermer votre caméra. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait jusqu'à la période de questions. Question de logistique là, pour faciliter la bande passante, puis la qualité de les présentations. Donc, pour activer la boîte de clavardage, c'est simple, vous cliquez sur l'icône bulle, comme je l'ai mentionné. Puis, au niveau des questions, la période en fait de questions va vraiment se faire uniquement à la fin des présentations. Donc, pour le moment, vous n'avez pas la possibilité d'activer vous-même votre micro et c'est normal, mais vous aurez l'occasion de le faire à la période d'échange et de questions. Finalement, j'aimerais mentionner que le bloc des présentations sera enregistré. Donc, l'enregistrement est débuté. Donc, sur ce, je laisse maintenant la parole à notre première présentatrice, soit Evelyne, si tu veux nous partager ton écran. Oui, un petit moment. Partager, partager. Donc, voilà, comme ça ici. Merci. On voit très bien la présentation, Véronique? Oui, c'est parfait. Parfait, merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, Véronique me présentait, Evelyne Barrette, je travaille au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biologie du longicorne brun de l'épinette, Tetropium fuscum, ou son petit nom raccourci, ça se pourrait que vous entendez parler au cours de la présentation, le LBE. Donc, qu'est-ce que le ministère des Forêts du Québec fait à la rencontre d'aujourd'hui? En fait, la direction pour laquelle je travaille, elle a pour mandat d'assurer une protection efficiente des forêts contre le feu, les insectes et les maladies dans une perspective de développement durable des ressources forestières. Le service pour lequel je travaille, je suis coordonnatrice du relevé des insectes et maladies. Donc, on procède annuellement à la récolte et à l'analyse des données des insectes et maladies à caractère épidémique sur les forêts du Québec. Donc, malgré que les insectes exotiques envahissants soient de la responsabilité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le ministère des Forêts et des Ressources naturelles du Québec, en tant que gestionnaire de la forêt québécoise, s'implique dans le dossier et dans le suivi des insectes au Québec. Donc, ma présentation va se décliner en 3 volets, en fait, l'origine, la biologie et les signes et les symptômes. Certains d'entre vous y ont déjà assisté à ma présentation lors de la rencontre de la table des agences cet automne, il y a quelques semaines.
Donc, d'où vient le LBE? C'est un insecte qui origine, d'Europe et d'Asie du Nord, donc c'est un coléoptère de la famille des Cerambycidae. Dans son aire d'origine, c'est un insecte, qui est connu pour être un insecte secondaire, donc c'est un insecte qui s'attaque davantage aux arbres, qui sont malades ou qui sont dépérissants. Donc, voici une photo de l'adulte pour ceux qui l'ont jamais, vu. Donc, c'est un insecte qui a des d'une taille d'environ 10 à 15 millimètres. Et puis dans ces couleurs, en fait, c'est des différentes teintes de brun, brun jaune, rougeâtre ou dépendamment des parties de son corps, allant jusqu'à noir. Puis la longueur de ses antennes mesure approximativement la moitié de son corps. Quand on regarde ici au niveau de l'œuf, c'est vraiment de très petite taille. Les œufs sont de couleur blanche, très pâle, à la limite translucide, d'une longueur d'environ 1 millimètre de long. Et puis, les larves qui sont sur la photo, qui sont juste à droite, en fait, elles peuvent mesurer jusqu'à 23 millimètres de longueur. C'est vraiment quand même l'œuf et la larve, des choses qui sont assez difficiles à observer à l'œil nu. Donc, ensuite, une fois que la larve va s'être transformée en nymphe, les nymphes mesurent environ 10 à 17 millimètres de longueur. Si on regarde le cycle vital du LBE, en fait, l'insecte, il survit à nos conditions, il survit et il peut également se reproduire. Donc, dépendamment des conditions météorologiques, il peut prendre une saison ou parfois jusqu'à 2 saisons si les conditions ne sont pas favorables pour faire compléter son cycle vital. Donc l'adulte, en fait, il émerge environ, de la mi-mai à la fin août. Mais là, ici encore, les conditions météorologiques vont influencer la période d'émergence, soit sa période de vol. Donc, on dit mi-mai à la fin août, mais ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard, dépendamment de la météo, qui est en cours. Un adulte ne se nourrit pas et puis sa longévité, c'est 2 semaines. Donc de la mi-mai à la mi-août, c'est pas juste un adulte, mais c'est plusieurs vagues d'émergence qui vont avoir lieu pendant l'été. Sont matures, sexuellement quand ils émergent. Donc une fois que la femelle, elle s'est accouplée, elle peut pondre jusqu'à peu près, à environ 80 œufs, soit qu'elle les pond seule ou qu'elle les pond en grappe sous les écailles de l'écorce. Ça prend à peu près une dizaine de jours avant que les œufs éclosent et puis que les larves pénètrent dans le bois pour aller, s'alimenter pendant environ une période de 2 mois. Lorsque la larve est mature, elle pénètre plus profondément dans le bois pour aller, créer une cellule nymphale en vue de passer l'hiver. Et puis au printemps, mais la larve termine son développement et puis il va y avoir émergence et puis là, le cycle, il recommence. Donc, le LBA, en fait, au Québec, il a été reconnu pour s'attaquer aux épinettes, mais il peut également, ce qui est connu, qui s'attaque aussi aux sapins, aux pins et aux mélèzes. Donc, on a vu en Nouvelle-Écosse qu'il pouvait s'attaquer à des épinettes saines, mais c'est un insecte qui préfère les arbres qui ont été stressés, qui sont d'âge moyen ou mature. Donc, il peut être considéré comme une menace pour les peuplements stressés. Donc, une épinette qui est déjà affaiblie, si elle réinfestée successivement à chaque année par le LBE, ben, elle peut mourir en environ, 3 à 5 ans ou 1 à 5 ans, en fait, dépendamment de l'état de l'arbre. Les dommages sont principalement visibles sur la partie inférieure du tronc. Et puis en ce qui concerne le vol de l'insecte, il y a des expériences en laboratoire qui ont observé que soit que l'insecte ne vole pas, qui fait des courtes distances, ou il y a un spécimen qui a volé, pendant environ, sur une distance d'à peu près, 10 kilomètres, si je ne me trompe pas, en 24 heures. Mais en fait, c'est un insecte durant sa durée de vie qui est connu pour ne pas faire plus de 2 kilomètres. Donc, en termes d'un insecte adulte, on peut s'attendre à ce que sa distance moyenne qu'il va parcourir d'une vie, c'est 2 kilomètres, mais la longueur de ses vols sur le terrain sera en moyenne de 25 mètres. Donc, c'est pas un insecte qui est connu pour se déplacer sur de longues distances et faire de longs vols. Signes et symptômes, en fait, comment qu'on peut faire pour reconnaître, la présence, du LBE? En fait, c'est, un des premiers signes, c'est de voir des écoulements de résine qui semblent de source inexpliquée sur les troncs des arbres. Donc, c'est vraiment une réaction de l'arbre, à l'attaque des larves, à l'alimentation des larves dans le tronc. On peut observer également sous l'écorce les galeries d'alimentation.
Et puis quand je vous mentionnais que pour la transformation, pour la nef, en fait, la larve pénètre plus profondément dans le bois et puis elle va aller faire une galerie un peu en forme de L. Donc, c'est à peu près une profondeur de 2 à 4 centimètres dans le tronc de l'arbre. Ça, c'est des coupes qui nous permettent de l'observer. Et puis également aussi, comme je vous mentionnais au printemps, l'adulte, quand il émerge, en fait, il va faire un trou, de sortie d'une forme ovale de 4 à 6 millimètres de largeur. Donc ça, c'est vraiment un autre signe qu'on peut observer. Et puis parmi les symptômes, évidemment, il y a les signes qui peuvent être le dépérissement de l'arbre, donc vraiment, rougissement des aiguilles, chute des aiguilles. Le longe-corne brun de l'épinette, en fait, il y a un petit cousin nord-américain qui s'appelle le longe-corne cannelle. Le longe-corne cannelle, c'est un insecte qui est naturellement présent dans nos forêts, mais qui, au niveau physique et au niveau écologique, a un comportement semblable au longe-corne brun de l'épinette. Donc, ils sont présents dans la même période, s'attaquent sensiblement aux mêmes essences d'arbres, causent potentiellement le même genre de dégâts, mais surtout aussi, les mâles partagent la même phéromone d'attraction sexuelle, soit le S-fuscomol. Donc en fait, quand on piège, la phéromone qui est utilisée pour le piégeage du longe-corne brun de l'épinette, c'est le S-fuscomol. Donc, dans les pièges, mais ça attire également le longe-corne cannelle qui est retrouvé dans nos pièges qui sont, destinés au longe-corne brun de l'épinette. Il y a plusieurs autres insectes qui peuvent ressembler, au longe-corne brun de l'épinette. Olivier vous en montrer quelques autres. Mais ce que je voulais vous dire avec la diapositive ici, c'est qu'au niveau de l'identification du longe-corne cannelle ou le LBE, au niveau terrain, c'est quelque chose qui, je vous dirais, qui est pratiquement impossible à faire parce que le signe pour distinguer les 2 espèces, ça se situe sur le pronotum, soit, l'abdomen des insectes. Donc le longe-corne cannelle, ce sont des petites fossettes, ce sont des trous qui peuvent être observés, tandis que pour le longe-corne brun de l'épinette, ce sont des protubérances. Donc, c'est vraiment important pour identifier les insectes de les envoyer en laboratoire pour une confirmation de ce qui a été observé. Donc, c'est vraiment un critère précis, qui va nous permettre de distinguer les 2 espèces. Donc, dans mon cas, ça finit tôt pour la biologie de l'insecte. Donc, je serais prête à passer la parole à Olivier Delacia. Tout juste avant, plusieurs indiquent dans le chat qu'il y a des problématiques au niveau du vidéo, qu'ils ne voyaient pas la présentation, tandis que plusieurs autres la voient. Donc, sincèrement, ça doit être un mode d'affichage là, qui est peut-être mal réglé, mais sachez que l'enregistrement ne sera pas partagé, donc il n'y a personne qui va manquer d'informations. Là, on va s'assurer de faire le relais avec l'enregistrement pour partager toutes les informations requises. Là. Je suis désolée pour cet imbroglio. Peut-être pour les gens qui ont de la difficulté à voir la présentation, peut-être essayer de vous débrancher, vous rebrancher ou essayer encore de quitter le mode plein d'écran et de revenir au mode plein d'écran. Pour certains, ça semble avoir fonctionné. Euh, donc voilà, peut-être essayer ces petits trucs-là en premier. Donc Olivier, je vais t'inviter à partager ton écran en espérant que la majorité puisse voir. Super, ça semble avoir marché, Véronique, ici. Donc, j'ai pu enlever la sourdine. Bonjour tout le monde. Laissez-moi un petit instant, juste le temps que je partage mon écran. Excellent, merci Voilà, Olivier. Je la vois à l'écran. génial. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous après-midi. Avant de commencer, là, je vais vous parler bon, de l'historique du longe-corne brun de l'épinette en Amérique du Nord, ce qu'on fait comme surveillance, ainsi de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, on n'a pas forêt dans notre nom, mais on fait de la foresterie, de l'agriculture, de l'horticulture. On est une grosse agence, environ 6 000 employés là, un peu partout à travers le pays.
Mon collègue là, Pierre-Marc va vous parler un petit peu plus spécifiquement de ce qu'on fait en termes d'import, export. On est une agence réglementaire. Mais moi, je vais me concentrer là, pour la présentation là, sur ce qu'on fait comme surveillance pour les espèces exotiques envahissantes. Donc, rapidement, là, une espèce exotique envahissante, quand on parle de ce qui s'attaque aux arbres, là, ça peut être, disons, un insecte qui arrive ici en Amérique du Nord, qui puis nous vient d'un autre pays, d'un autre continent, et puis qui est capable de créer plus de dommages que ce qu'on a comme insecte indigène ici, soit parce qu'il n'y a pas de prédateurs, soit parce que les plantes hôtes n'ont pas de mécanisme de défense contre ces insectes-là. Donc, on est l'agence là, au Canada qui s'occupe de surveiller ces insectes ravageurs exotiques-là en territoire canadien. La façon que ces ravageurs-là arrivent là, souvent au pays, donc c'est sous forme de larves cachées dans le bois. Donc, n'importe quoi qui rentre au pays, la majorité des cargos, souvent, c'est mis sur des palettes, donc du matériel en bois où il peut y avoir des larves à l'intérieur. Le bois de calage dans les navires qui est utilisé pour sécuriser le cargo aussi, ça peut arriver qu'on trouve des larves d'insectes dans ce bois-là. On en a trouvé aussi dans des meubles, dans des matériels décoratifs. Donc, c'est vraiment, ils rentrent souvent cachés dans le bois. Donc, les larves arrivent cachées dans le bois au pays, continuent de se nourrir, puis s'ils réussissent à terminer leur développement, les adultes sortent, peuvent se reproduire, s'attaquer à nos arbres comme ça. Donc, c'est une des façons principales là, dont les ravageurs des arbres arrivent ici au pays. Puis, une fois qu'ils sont installés dans nos forêts, donc, c'est sûr que on essaie de les contrôler du mieux qu'on peut pour pas qu'ils se répandent, mais là, c'est les facteurs de risque évoluent un petit peu. Là, on parlait des bio de bois, du bois de chauffage, le bois brut qui est déplacé sur de longues distances par l'homme, va être capable de permettre à ces insectes-là de coloniser des nouveaux environnements beaucoup plus rapidement que ce qu'ils seraient capables de faire par eux-mêmes, là, par dispersion naturelle. Ce que je montre à l'écran ici, c'est une courbe standard de qu'est-ce qui arrive quand une espèce exotique envahissante s'installe dans un nouvel environnement. Donc, c'est comme une courbe exponentielle. Donc, on voit au début, à gauche du graphique, là, quand l'insecte vient d'arriver, il y a souvent une période de latence. Donc, un certain moment où il n'y a pas beaucoup d'individus, que leur prend du temps, plusieurs années avant que les populations augmentent. Puis un coup qu'ils ont atteint un certain niveau, là, ils commencent à avoir une croissance exponentielle et puis ils sont capables de se propager sur des plus grosses surfaces dans l'environnement. Puis au mesure que le temps passe comme ça, aussi les coûts explosent. Donc, on voit, disons, là, au début, avant l'introduction sur le graphique, là, travailler en prévention avant que ces insectes-là arrivent, c'est ça qui est le plus payant. Donc, là, il y a des études qui montrent pour chaque dollar qui est investi en prévention, c'est des centaines, voire des milliers de dollars qui sont sauvés en coûts de gestion par la suite ou en impact économique. Euh, Puis, une fois qu'il y a eu une introduction, au début d'une introduction, quand on le trouve assez tôt, on a des moyens de contrôle qui peuvent être utilisés. On a des chances de pouvoir le contrôler, le ralentir, peut-être même l'éradiquer. Mais une fois que ça s'est mis à croître de manière exponentielle, ça devient extrêmement difficile après ça de le contrôler de manière efficace. Je vous vends le punch tout de suite là, pour le longicorne brun. Avec les données qu'on a, que je vais vous montrer, là, on croit fortement qu'on est en début d'infestation, en début de graphique. Là. C'est aussi au moment où ces insectes-là sont plus difficiles à détecter parce que les populations sont basses. Donc, il faut chercher pour réussir à les trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup avant que ça explose, puis que ça devienne impossible, voire extrêmement difficile à contrôler. Donc, spécifiquement pour le longicorne brun d'Épinette, la photo qu'on voit à l'écran, là, ça a été pris en 1998 au port d'Halifax. Donc, vous voyez là, l'autre bord de la clôture, les peuplements, là, tous les arbres avec le feuillage desséché, c'est des épinettes. Donc, il y avait quelqu'un qui s'est rendu compte que les épinettes étaient en train de mourir près du port. Il n'y avait pas d'explication directe. On voit ici là, des photos aériennes là, des arbres en train de dépérir. Donc, c'était des employés du Service canadien des forêts à l'époque qui ont été collectés des spécimens, qui ont réussi à l'identifier comme le longicorne brun de l'épinette. Le type de dommage qu'on voit, là, on croit que l'insecte est installé là depuis au moins une dizaine d'années. Donc, on l'a trouvé plutôt tard pour la première fois auprès du port à Halifax. On retombe 10-15 ans plus tard, en 2015, là, vous voyez les points, c'est les sites positifs en Nouvelle-Écosse. Donc, vous voyez Halifax, là, qui est dans le centre de la Nouvelle-Écosse, ça arrive sur la côte sud. Donc, en l'espace d'une quinzaine d'années, là, on avait commencé à le chercher, puis on s'était rendu compte que c'était répandu de manière assez large en Nouvelle-Écosse. Donc, la décision qui a été prise à l'époque, en consultation avec l'industrie en Atlantique, c'est de déclarer toute la province de Nouvelle-Écosse infestée.
Donc, c'est le statut là, présentement. Là, donc, on considère que le longicorne brun de l'épinette est réparti un peu partout en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a un arrêté ministériel, ça vient de la réglementation, ainsi de suite. Donc, pratiquement, les bio-bois d'épinette ne peuvent plus sortir de la Nouvelle-Écosse, à moins que ça vienne avec un programme de gestion du risque. Donc, depuis le début des années 2000, depuis que ça a été détecté en Nouvelle-Écosse, il y a aussi eu des détections à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse. Donc, on les voit ici à l'écran avec les années, là, particulièrement au Nouveau-Brunswick. Donc, la première était en 2011 à Kitchubugwak. Donc, c'est un parc provincial au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des insectes qui avaient été trouvés dans des pièges. Il y avait de la recherche qui a été faite pour voir s'ils avaient été trouvés dans des arbres. Et puis, il y a eu beaucoup de piégeage qui a été fait. Puis, la dernière détection dans ce secteur-là a été faite en 2014. Donc, il n'a pas été retrouvé depuis. Donc, il n'a peut-être pas réussi à s'implanter là. Puis, il y a même Cook également, là, qui est plus près de la frontière avec la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, là où il y avait un site qui avait 3 ans d'affilée. On trouvait des insectes dans des pièges. Le nombre d'insectes trouvés de longicorne brun d'épinette augmentait. Donc, à cet endroit-là, il y a eu des traitements qui ont été faits, des arbres qui ont été abattus, de la surveillance intensive. Et puis, il n'y a pas eu de nouvelles détections au Nouveau-Brunswick depuis 2018 dans le secteur de Cook. En 2023, là, pas cet été, mais l'été d'avant, il y a eu des insectes trouvés dans des pièges à Fredericton, aussi au Nouveau-Brunswick. Donc, un suivi qui est fait, qui est là présentement. Et puis également, de manière un peu plus surprenante, là, je vous dirais en Beauce. Donc, les premiers insectes qu'on a trouvés dans des pièges au Québec. Vous allez voir, je vais y revenir un petit peu plus tard là, à vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé exactement en Beauce, mais juste vous dire qu'une de nos principales méthodes d'enquête pour cet insecte-là, c'est du piégeage. Donc, ça fonctionne quand même assez bien là, pour les trouver. C'est comme les pièges que vous voyez à l'écran, là, c'est le type de piège qu'on utilise, puis peut-être que certains d'entre vous ont vu sur le terrain en Beauce également. Donc, on utilise des odeurs qui sont spécifiques au tétropium, je devrais dire, là, qui fonctionnent assez bien pour attirer ce genre de longicorne-là. Donc, c'est un mélange d'odeurs. On sert, oui, du fuscomol, qui est une odeur sexuelle qui va attirer les insectes en période de reproduction. Également de l'éthanol, qui est comme une odeur d'arbre dépérissant, si vous voulez. Puis, il y a des phéromones, là, des odeurs d'épinette. Donc, ce mélange d'odeurs-là fonctionne bien pour attirer l'insecte. Je vous dirais dans un rayon d'environ 30 mètres autour de notre piège, là, c'est à peu près la distance que les odeurs vont voyager. Donc, s'il y a un longicorne brun de l'épinette qui passe dans un rayon de 30 mètres d'un de nos pièges, il y a une probabilité qu'il tombe dans notre piège puis qu'on puisse le collecter et l'identifier comme ça. C'est un insecte qu'on surveille au Québec là, depuis longtemps, quand même, depuis 2009 qu'on fait cette enquête-là. On ne l'avait jamais trouvé au Québec avant 2023. Et puis, de manière routinière, là, un petit peu partout dans l'est du pays, quand on choisit des sites d'enquête pour le longicorne brun de l'épinette, donc on va essayer de placer nos pièges près de générateurs de risques, comme des scieries ou des usines de pâte et papier, des endroits où il y a des bio d'épinettes qui sont entreposés. On va regarder aussi près des ports internationaux, parce qu'il y a des fournisseurs de bois de chauffage, des campings aussi. Donc, on sait que, comme je vous disais, les bio, le bois de chauffage peuvent être des risques. Donc, on va essayer de placer nos pièges près de générateurs de risques. On voit ici à l'écran là, la carte, c'est notre réseau de piégeage de 2024, donc celui de cet été. Tous les petits triangles verts, c'est des sites où on avait des pièges de placer. Les losanges bleus, c'est même chose, des sites de piégeage, mais ceux-là avaient été, c'est les sites de piège du MRNFQ. Donc, on travaille en collaboration là, avec l'équipe d'Evelyn pour couvrir le territoire du mieux qu'on peut. Vous voyez là, au Nouveau-Brunswick, il y a une grosse densité de pièges. C'est les endroits où ça a été trouvé dans le passé. Puis on veut s'assurer que nos efforts d'éradication ont fonctionné. Et puis, vous voyez là le noyau en Beauce, là, où en 2024, on a vraiment concentré nos pièges près des positifs qu'on avait eu en 2023. Donc, historique un petit peu là, de ce qui s'est passé en Beauce. Donc, on faisait notre enquête de routine en 2023. On a eu 2 pièges positifs là, très près de l'autre sur le même site en Beauce. Donc, assez rapidement, dans l'espace de quelques semaines, oui, on a fait des relevés sur le terrain. On a essayé d'aller voir s'il n'y avait pas des foyers d'infestation. Visuellement, on n'a rien trouvé. Donc, on a rajouté des pièges assez rapidement. On était passé un peu là, le pic d'émergence où on a le plus de probabilité d'en trouver. Donc, on n'a pas retrouvé d'autres en 2023. Mais cet été en 2024, là, on a eu une saison pour s'organiser un peu mieux, acheter plus de matériel. Donc, on a intensifié notre piégeage dans la MRC de la Beauce, comme que vous voyez sur l'image de droite. Et puis là, on a eu plusieurs pièges positifs là. En fait, on a eu 5 pièges positifs.
tout dans le même secteur. C'est pas un grand secteur, là, ça semble pas être très, très répandu à ce point-ci. Puis si on regarde nos données historiques, nos données de cette année, tout semble pointer dans un secteur précis avec quelques pièges positifs. Donc, c'est ce qu'on a. Ce qu'on a jusqu'ici, là, c'est des insectes dans des pièges. Donc, on va encore trouver un foyer d'infestation. Oui, on a des insectes dans des pièges, on sait que c'est dans l'environnement, mais on n'a pas encore réussi à trouver des insectes dans les arbres ou un foyer d'infestation. Donc, on a complémenté notre piégeage avec différentes méthodes de détection, donc des inspections visuelles, donc marcher les peuplements forestiers dans le secteur, vérifier les arbres. Et puis, notre objectif, c'est vraiment de trouver les arbres infestés, être capable de le prouver, de le démontrer, trouver des insectes dans le bois pour pouvoir, après ça, le gérer de manière, le gérer de manière appropriée. Donc, si on recherche, il y a des épinettes dépérissantes dans le secteur quand on fait nos inspections visuelles. C'est là que je pense que collectivement, là, on peut tous travailler ensemble là, pour essayer d'être le plus efficace pour contrôler cet insecte-là. Donc, pas seulement en Beauce, mais je dirais un petit peu partout au Québec, là, les signes et les symptômes qu'Evelyne montrait sur des épinettes. Si jamais quelqu'un réussit à en voir, quelqu'un qui a un doute que c'est peut-être le LBA, ben c'est là, je pense qu'on peut travailler ensemble et que vous pouvez nous donner un coup de main. Donc, nous, quand on en fait, là, on ne va pas essayer de chercher nécessairement une aiguille dans une botte de foin, là, un insecte sur un arbre, il faut être chanceux pour le trouver. Donc, on va essayer plus de chercher des groupes d'arbres symptomatiques. Donc, au lieu d'un petit signe subtil sur seulement un arbre. Souvent pour les espèces envahissantes, dont le LBA, c'est rare qu'on va le trouver en milieu d'un peuplement là, forestier. Souvent, ça rentre en bordure. Donc, c'est plus là qu'on concentre nos efforts, en bordure de peuplement. On regarde à l'intérieur aussi, mais c'est moins probable de le trouver à l'intérieur d'une forêt. Normalement, quand il rentre, c'est par la bordure pour ensuite tranquillement le rentrer plus en profondeur en forêt. Quand on a un doute sur un arbre, on passe un petit peu plus de temps à essayer de trouver les signes puis les symptômes. Je vais juste revenir à la diapo d'avant. Comme Kevin a disait, là, je vais le répéter, mais Evelyne l'a bien montré, on va chercher des trous de sortie qui sont typiques, des galeries en dessous de l'écorce. Donc, on voit l'image du milieu, là, c'était une section d'arbres là, qui était avec l'infeston assez élevé. Donc, on voit que les galeries peuvent rentrer assez creux là, dans l'arbre. Si on est chanceux, on cherche des larves aussi. Comme je disais, des épinettes dépérissantes, la coulée de résine le long des arbres. Donc, c'est tous des signes qu'on va chercher pour essayer de nous indiquer où qu'on peut mettre des pièges pour collecter des spécimens ou encore là, creuser pour essayer de trouver des insectes. Si jamais vous avez un doute sur un site que vous voyez plusieurs épinettes dépérissantes, vous n'êtes pas capable d'identifier la cause, ce que je conseille de faire, là, c'est prenez des photos autant que vous pouvez, des photos des signes en gros plan, vous reculez, pour être capable de voir l'arbre au complet, notez la localisation des coordonnées des GPS, puis contactez-nous à la CIA, puis on va pouvoir faire un suivi ensemble, là, visiter le site, essayer de trouver des insectes pour pouvoir comme ça savoir exactement où est cet insecte-là, puis comment, pour pouvoir, comme je disais, pouvoir mieux le contrôler et l'empêcher de trop s'étendre. Je montre quelques photos là, rapidement de des choses qui peuvent ressembler au LBE, mais qui ne le sont pas. Donc, on a un insecte indigène au Québec là, qui s'appelle le dendroctone de l'épinette. Il peut avoir des coulées de résine, mais ça ressemble plus à des tubes ou des bouchons de résine là, qui vont sortir des trous de sortie du dendroctone. Quand les populations de dendroctone de l'épinette sont très élevées, il peut y avoir des dépérissements aussi. Là, les épinettes peuvent devenir rouges, ainsi de suite. Mais les trous de sortie, le type d'écoulement de résine au sel est différent. Donc, ça peut ressembler, mais ce n'est pas le LBE. C'est difficile là, aussi de trouver une épinette qui n'a pas d'écoulement de résine. Là. Il y en a toujours un petit peu, là, comme on voit souvent à la jonction entre les branches et le tronc. Une branche morte ou cassée, il peut avoir un écoulement de résine là. Quand il y a des blessures mécaniques aussi là, sur les arbres qui vont avoir de l'écoulement de résine. S'ils sont stressés aussi avec le gel, des fois, ça peut ressembler à de la résinose causée par le LBA. Mais typiquement, quand le longicondron d'épinette attaque en épinette, il y a beaucoup d'écoulement de résine. On n'est pas capable de trouver un point précis qui expliquerait l'écoulement de résine. Donc, je prends, disons qu'on en cherche ou vous voyez des arbres symptomatiques, c'est prendre le temps de regarder si ce ne serait pas quelque chose d'autre. Donc, en plus de nos inspections visuelles là, dans le secteur, on a trouvé quelques arbres qui étaient symptomatiques. Ce n'était pas textbook symptomatique, mais on a quand même été poussé un petit peu plus loin. Donc, avec l'équipe d'Evelyne du MRNF, on a été sur le site, on a récolté des arbres. Donc, on a coupé des arbres symptomatiques, on les a découpés en bûches pour être capable de les envoyer au laboratoire pour les élever. Donc, pendant l'hiver, on met les bûches je vais vous montrer une photo après, là, dans des petits caissons, puis on regarde les insectes qui sortent de là.
Pendant qu'on faisait ça aussi, on creuse le bois avec des outils, essayer de trouver des larves. Quand on voit une galerie, on creuse pour voir si on peut pas trouver une larve. On a réussi à en trouver une l'hiver dernier comme ça. Ça ressemblait à une larve de tétropium. On a tout soumis ça à notre laboratoire. Puis, c'était pas notre tétropium fuscum ou notre longe-corne brun d'épinette. Donc, vous voyez ici un petit peu là, le setup là, du laboratoire à Fredericton, du Service canadien des forêts, là, qui nous a aidé beaucoup pour essayer de mettre le doigt sur un foyer d'infestation. Mais à la date d'aujourd'hui, comme je vous dis, tout ce qu'on a, c'est des insectes dans des pièges, assez pour nous indiquer qu'il est présent dans l'environnement, mais les populations semblent assez basses pour qu'on n'observe pas encore une pochette d'épinettes dépérissantes ou des signes typiques du longicorne brun, assez pour être capable d'identifier un foyer précis. Comme Evelyne a dit, là, c'est difficile un peu parce qu'on a besoin d'analyses de laboratoire pour confirmer l'espèce. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut rapidement faire sur le terrain. Donc, si jamais vous croisez des suspects, que ce soit des larves ou des adultes, vous pouvez les garder, mettez-les dans un récipient hermétique, puis appelez-nous, puis on va les soumettre au laboratoire pour identification. Donc, je vous en montre quelques-uns ici. Là. Il y a le tétropium cannelle, pardon, le longicorne cannelle qui est à gauche complètement, qui est assez fréquent. Les deux autres, un peu moins. Mais le LBE qui est en encadré, là, celui-là, c'est une photo qui est un des spécimens qui a été collecté en Beauce, là, que notre labo a pris. Donc, vous voyez qu'il peut ressembler à d'autres. Rapidement, là, notre plan pour l'année prochaine, en termes de surveillance, donc on va concentrer nos pièges, là, on couvrait beaucoup de territoire en Beauce, on va les ramener un petit peu plus près des sites positifs qu'on a trouvés jusqu'ici, là, pour essayer de déterminer, si possible, avec les pièges, où chercher davantage. On va continuer nos inspections visuelles. On va essayer de continuer de trouver des adultes dans les arbres ou des larves. Et puis, tous les signalements que vous pouvez nous envoyer aussi, là, on va faire un suivi approprié avec l'information que vous êtes capable de nous trouver. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour vous. Écoute, on va avoir la période de questions après, là, si vous voulez discuter. Puis, je voulais vous dire, si jamais vous avez des besoins pour vous ou vos équipes de matériel pour aider avec les signes et symptômes, on a une petite carte comme ça, c'est gros comme une carte de crédit. Puis ça résume là, les signes et symptômes du longicorne brun, de l'épithète, pardon. Merci, Olivier. Je vais maintenant inviter Véronique Martel à partager son écran. Bonjour. Donc, Véro, si tu peux juste me confirmer que tu vois bien. Oui, tout est correct, merci. Parfait, merci. Donc, moi, je suis chercheur scientifique au Service canadien des forêts. Mon bureau est basé à Québec, au Centre de foresterie des Laurentides. Et puis, c'est une présentation que j'ai préparée avec mon collègue John Sweeney, qui, lui, est dans les maritimes, récemment retraité, mais donc a travaillé beaucoup là, sur les projets de recherche sur le longicorne brun de l'épinette en Nouvelle-Écosse et un peu au Nouveau-Brunswick. Donc, nous, à Ressources naturelles Canada, notre mandat, c'est vraiment plus au niveau de la recherche et de l'acquisition de connaissances. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. On essaie de combler les besoins en information, par exemple, puis de les fournir après aux différents gestionnaires et organisations qui ont des décisions à prendre. Donc, je veux parler de lutte et de recherche. Donc, je vais commencer par la lutte. C'est assez bref, malheureusement. Donc, pour le moment, la façon de lutter contre le longicorne brun de l'épinette, c'est de faire du dépistage intensif, donc ce qui se fait déjà, en posant des pièges, mais aussi en regardant par inspection visuelle, trouver des signes comme ça a été présenté déjà. Et puis, ben, une fois que les arbres symptomatiques ou les arbres affectés sont trouvés, ben, il s'agit de les couper et puis éventuellement, donc, de s'en départir de façon sécuritaire. Puis Pierre-Marc va en parler un petit peu. Donc, c'est vraiment ça pour le moment au niveau de la lutte. Il n'y a pas d'autres moyens vraiment qui fonctionnent que ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire un bon dépistage intensif puis de localiser les arbres ou les pochettes d'arbres qui peuvent être infestés. Donc, pour la suite de ma présentation, je vais parler de différents projets de recherche qui ont été menés. Donc, c'est évidemment des projets qui ont été menés dans les maritimes, donc beaucoup par John Sweeney, mais par d'autres collaborateurs aussi, puisque c'était là qu'on le trouvait au Canada jusqu'à tout récemment. Donc, la première partie, c'est sur les accouplements entre espèces. Donc, Evelyne a mentionné, et Olivier aussi, le longicorne cannelle qui ressemble beaucoup
ou longicorne brun d'épinette. Il est aussi similaire au niveau de son écologie et de sa niche, donc va attaquer un petit peu les mêmes arbres, donc peut se retrouver dans les mêmes endroits, mais surtout, il partage une phéromone d'agrégation. Donc, en gros, c'est l'odeur qui est émise par les mâles, qui va attirer autant les mâles que les femelles, qui vont donc se retrouver ensemble sur les mêmes arbres. Donc ça amène évidemment des questions au niveau des interactions qu'il peut y avoir entre les deux espèces, le cannelle qui est natif et le longicorne brun qui est exotique. Donc, il y a différents projets de recherche qui ont été menés pour voir s'ils peuvent s'accoupler ensemble parce que ça pourrait avoir des impacts sur la propagation et la reproduction du longicorne brun de l'épinette. Donc, il y a eu des études en labo, mais évidemment, l'idée, c'est toujours après ça de transposer ça sur le terrain. Donc, les premières études en labo, c'était assez simple, assez classique aussi. On prend des individus des deux espèces qu'on va mettre dans des boîtes de pétri et on regarde s'ils peuvent s'accoupler. Donc, on fait différentes combinaisons, un mâle d'une espèce, une femelle de l'autre, ou les deux de la même espèce. On peut leur donner le choix entre les deux espèces ou les mettre juste à deux dans un plat. Et là, on regarde, est-ce qu'il y a des accouplements? Et la réponse, c'est oui. Donc, il y a eu des accouplements qui sont faits en laboratoire. Ici, vous voyez la proportion de mâles qui ont pas essayé de s'accoupler, essayé sans succès ou qui ont réussi à s'accoupler avec une femelle. Donc, la première et la dernière colonne sont des couples de la même espèce. Puis les deux du milieu, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une proportion qui n'est pas énorme, mais il y a quand même une proportion des couples qui étaient de deux espèces différentes qui se sont accouplés en laboratoire. Donc, ça peut évidemment avoir des conséquences, mais la question, c'est aussi de savoir est-ce que ça se produit réellement sur le terrain ou est-ce que c'est un artefact de laboratoire. Donc, il y a eu d'autres études qui ont été menées pour essayer de voir sur le terrain si ça se produit. Puis, la question, c'est aussi, c'est beau qu'il y ait des accouplements, mais est-ce que ces femelles-là vont réussir à produire des hybrides? Puis, est-ce que ces hybrides-là vont réussir à survivre? Donc, normalement, deux espèces différentes ne devraient pas réussir, évidemment, à se reproduire. Et donc, ce qui a été fait dans ce but-là, c'est de collecter tout plein d'individus, dans les maritimes. Et puis, par analyse génétique, on peut différencier si c'est des gènes du longicorne cannelle, donc ici canadien, ou des gènes du longicorne brun de l'épinette, donc européen. Et puis, bon, le détail de tout ça n'est pas important, mais en gros, quand c'est rose, c'est que les gènes sont ceux de notre longicorne cannelle, et quand c'est vert, c'est que c'est ceux du longicorne brun qui est exotique. Et puis, il y a certains cas où il y a un mélange des deux. Et donc, ça suggère que ça serait des hybrides. Donc, il y aurait un parent de chaque espèce, puis qui aurait réussi quand même à survivre. Donc, sur l'étude qui a été menée, il y en a 5 sur 362 qui ont été identifiés comme des hybrides potentiels. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, si ça se produit réellement, c'est pas quelque chose qui serait fréquent. Mais ça suggère que ça peut tout de même se produire. Et donc, il y aurait des erreurs d'accouplement qui mèneraient à des hybrides qui réussissent à survivre. Reste à savoir si ces hybrides-là peuvent se reproduire. Mais ça pourrait peut-être expliquer le fait que la propagation de l'insecte est assez lente, ça est toujours une bonne nouvelle pour un exotique. Souvent, on a tendance à comparer avec d'autres exotiques récents, comme par exemple la grille du frein, qui lui se propage assez vite, entre autres à cause du transport du bois, mais quand même. Et puis, des études qui ont donc été menées sur 3 années consécutives pour voir la progression du front d'invasion de l'insecte et qu'il n'y avait pas de progression en 3 ans. Donc, ce qui est quand même impressionnant, je dirais, pour un exotique. Et le faible succès reproducteur pourrait être un des facteurs parce que si des fois ils font des erreurs d'accouplement, ben, ces fois-là, c'est des moments où ça limite la reproduction puis l'augmentation de la population de l'exotique. La deuxième section dont je veux parler, c'est au niveau de la vigueur des arbres attaqués. Évidemment, c'est toujours une question. Est-ce qu'il peut attaquer juste les arbres qui sont stressés ou mourants ou est-ce qu'il peut attaquer aussi les arbres qui sont en santé? Évidemment, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus inquiétant. Donc, il y a des études qui ont été menées en stressant artificiellement des arbres. Comment on fait ça, stresser artificiellement des arbres? Souvent, on va annuler les arbres. Donc, en fait, on enlève une bande d'écorce tout le tour de l'arbre. Évidemment, enlever une bande d'écorce, c'est stressant pour un arbre. Donc, on simule un stress. Et puis, pour beaucoup de cas d'insectes qui attaquent les arbres qui sont stressés, ça va venir stimuler, ça va les attirer puis stimuler leur ponte.
Donc, il y avait une thèse de doctorat là-dessus. Et là, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est le nombre d'adultes qui étaient attirés par des arbres qui étaient annelés, donc stressés, ou des arbres qui étaient sains. Et puis là, ce qu'ils ont constaté dans les insectes qu'ils retrouvaient, il y avait le longicorne brun de l'épinette, il y avait le longicorne cannelle qui est le nôtre, qui occupe, comme on avait dit, un peu la même niche écologique. Mais il y avait aussi 2 parasitoïdes qu'on voit ici sur les photos. Donc, les parasitoïdes, c'est des ennemis naturels. Eux, ils vont pondre leurs œufs dans les larves du longicorne et ça va tuer le longicorne qui est en développement. Donc, avoir des parasitoïdes, c'est toujours une bonne nouvelle dans le cas d'un ravageur, particulièrement dans le cas d'un ravageur exotique, parce que des fois, ils sont moins attaqués. Donc, dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle. Puis, si on compare, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment les arbres qui étaient stressés qui attiraient le plus de longicorne brun de l'épinette. C'est aussi là qu'on retrouvait plus de parasitoïdes. Mais les arbres sains étaient quand même attaqués par le longicorne brun d'épinette, même si c'est à plus faible mesure. Alors que le longicorne cannelle, lui, on voit que c'est beaucoup plus dans les arbres stressés qu'il va être trouvé. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on retrouve. Maintenant, l'étudiante avait regardé aussi les pontes. Donc, les insectes sont attirés, le longicorne brun de l'épinette, est-ce qu'il va pondre réellement? Et donc, il pond sur les arbres stressés, sur les arbres sains et sur les arbres sains qui ont été coupés et qui sont donc au sol. Mais de préférence très grande pour les arbres annelés, donc les arbres stressés. Donc, c'est vraiment eux qui vont attirer le plus les femelles du longicorne brun, qui va amener le plus d'œufs à être pondus. Puis, si on regarde le détail du développement, donc c'est bien beau qu'un œuf soit pondu, mais il faut que la larve, après ça, réussisse à se développer. Bien, là aussi, on voit une différence. Donc, ça, c'est le temps de développement des insectes. Et puis, sur les arbres stressés, le développement des larves est beaucoup plus rapide, alors que sur les arbres sains, ou les arbres sains qui étaient coupés, le développement va mettre plus de temps. Et même à la fin de l'été, il y a certaines larves qui n'étaient pas encore matures dans les arbres sains. Donc, ça peut suggérer que dans un arbre sain, le longicorne brun de l'épinette pourrait prendre jusqu'à 2 ans à se développer, comme ça a été mentionné déjà par Evelyne. Donc, il y a quand même aussi une différence là, au niveau de la capacité à se développer dans les 2 types d'arbres. Ça nous amène aussi à nous poser des questions s'il y a des interactions avec d'autres ravageurs, parce que la vigueur de l'arbre a quand même un impact sur les attaques et sur le développement. Le ravageur qui vient le plus à l'esprit, évidemment, quand on parle de l'épinette, c'est la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, est-ce qu'il y a une interaction entre ces 2 ravageurs-là? Il y avait eu des études qui avaient été menées où des arbres étaient infectés par le longicorne brun de l'épinette et ensuite la tordeuse des bourgeons de l'épinette était rajoutée et ça n'avait pas d'impact. Le fait que l'arbre était déjà attaqué par le longicorne n'avait pas d'impact sur la tordeuse. Mais l'inverse, par contre, a beaucoup plus de chances d'avoir des impacts. Donc, on sait que la tordeuse des bourgeons de l'épinette, elle vient défolier l'arbre. Donc, elle ne rentre pas dans le bois comme le longicorne. Il n'utilise pas la même ressource dans l'arbre, mais c'est quand même un facteur qui va venir stresser l'arbre. Donc, ça, c'est des courbes de croissance qu'on voit. Quand il y a une épidémie de tordeuse, la croissance va diminuer, mais éventuellement, l'épinette va généralement récupérer. Mais si on a des longicornes bruns présents dans l'environnement et qu'on a des arbres qui sont un peu stressés par la tordeuse, mais ça peut augmenter les attaques par le longicorne brun et là, on pourrait avoir une interaction entre les deux. Donc, ça pourrait favoriser les attaques du longicorne brun et donc accélérer, causer la mort de l'épinette. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire, donc qui va être à surveiller là, avec l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette qui est présente dans différentes régions du Québec. Donc, si on veut résumer un peu, évidemment, je n'ai pas tout présenté non plus au niveau de la recherche, mais ce qu'on sait, c'est que le longicorne brun de l'épinette est une menace, surtout pour les arbres qui sont stressés. Stressés par différents perturbateurs, j'ai mentionné la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mais ça pourrait être par des vents violents, par une sécheresse, toutes sortes de stress qui peuvent amener un arbre comme ça à être stressé et émettre différents volatiles. Ça va augmenter les attaques du longicorne brun de l'épinette. Par contre, il se disperse moins vite que beaucoup d'autres insectes exotiques qu'on connaît comme la grille du frêne. Puis les erreurs d'accouplement semblent être une des raisons, mais aussi la présence des parasites du longicorne cannelle qui sont capables de l'attaquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est positif. Et puis ça sera donc à évaluer. Ça, c'est des données évidemment qui viennent des maritimes. Donc, ça sera à évaluer au Québec si c'est le cas aussi, si les longicornes bruns qu'on retrouvera dans les arbres sont attaqués par les parasites. Donc, ça conclut ma présentation sur la recherche. Donc, je vais céder la parole à Pierre-Marc. Merci beaucoup.
Pierre-Marc, ton partage d'écran semble être en mode présentateur. Je ne sais pas si tu veux peut-être essayer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. excellent. On Est-ce y que va. ça fonctionne? Oui, merci. Parfait. Bonjour, mon nom est Pierre-Marc Deschênes, spécialiste aux opérations pour la CIA. Je vais vous présenter brièvement le rôle de la CIA et la réglementation concernant le longicorne brun de l'épinette. Donc, la CIA, souvent, nous demande sur le terrain, mais qu'est-ce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments vient faire dans ma plantation ou dans ma d'épinette ou de bleuets, etc. C'est que l'Agence canadienne d'inspection des aliments est divisée en 3 sections, aliments, santé des animaux et végétaux. Euh, la- donc, à la protection des végétaux, on est l'organisme national, l'ONPV du Canada, l'Organisme national de protection des végétaux. Donc, on a le mandat de prévenir à l'échelle nationale l'introduction et la propagation des organismes susceptibles de menacer les ressources végétales du Canada et l'économie. Donc, c'est l'agriculture, l'environnement, la foresterie. Et ça se fait essentiellement par l'application de la loi et du règlement sur la protection des végétaux. Donc, un des mandats de la CIA, c'est la protection des ressources forestières. Ça inclut préserver les forêts canadiennes contre les ravageurs exotiques. C'est fait principalement en appliquant des mesures de contrôle à l'importation. Ça peut être l'émission de permis ou l'interdiction de certains produits d'entrée au Canada. Et quand un organisme est détecté sur le territoire canadien, c'est en mettant en place un plan de réponse pour limiter la propagation et l'éradiquer si possible. Donc, avoir des plans pour le contrôle au domestique. Essentiellement, d'empêcher les ravageurs d'aller d'une zone réglementée vers une zone non réglementée. Puis ça, ben, ça veut dire aussi qu'en contrôlant certains ravageurs d'intérêt, on peut maintenir l'accès à certains marchés à l'exportation. Donc, on peut certifier à nos partenaires que le Canada et ou certaines régions du Canada, par exemple, sont exemptes de certains ravageurs. Donc, on peut avoir accès à certains marchés. Oups, pardon. La, la CIA a une liste des insectes réglementés, des organismes réglementés qui est disponible sur notre site web. Et je vous le donne en mille, le longicorne brun s'y trouve. Donc, il y a 3 outils principaux de réglementation au domestique pour le longicorne brun. Il y a l'arrêté sur le lieu infesté par le longicorne brun de l'Épinette en Nouvelle-Écosse pour réglementer toute la province. Alors, ils ont commencé là, par des zones plus restreintes, des avis d'interdiction de déplacement, puis finalement, pour des questions pratiques, là, de la multiplication des zones, on en est venu à un arrêté qui réglemente toute la province. Il y a aussi une zone d'interdiction de déplacement à Memramcook. C'est une zone dans laquelle il y a eu de l'intervention, il y a eu des, de la gestion forestière. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une zone d'interdiction de déplacement, mais en fait, c'est plusieurs avis d'interdiction de déplacement qui ont été émis. Et puis, il y a les avis aux propriétaires, comme ceux qui ont été donnés aux propriétaires qui sont situé près des endroits où l'insecte a été capturé dans Beauce-Articat. Donc, les avis d'interdiction de déplacement qui ont été émis sont des avis légaux, donc émis en vertu de la loi sur la protection des végétaux. Donc, les propriétaires qui ont reçu l'avis ont l'obligation de la respecter, l'interdiction de déplacer du matériel réglementé.
Donc, c'est important de respecter l'avis. Il y a une lettre qui a été envoyée aussi pour expliquer l'avis. C'est important de le respecter parce que y contrevenir, ben, c'est s'exposer à des mesures d'application de la loi. Donc, il pourrait y avoir des amendes qui sont données à ceux qui ne respectent pas l'avis. Et il y a seulement que la CIA qui peut vous donner l'autorisation ou lever les avis d'interdiction de déplacement. Les propriétaires ont aussi la responsabilité de partager l'avis aux exploitants ou aux sous-traitants ou à toute personne qui est susceptible de bouger le matériel sur leur terrain. Donc, c'est des travaux par Hydro-Québec, la ville ou quoi que ce soit. C'est important de partager l'avis parce qu'il s'applique toujours. Si on veut bouger du matériel, le matériel réglementé, premièrement, par les avis, il s'agit des arbres et de toute partie d'arbre d'épinette. Dans le fond, ça inclut tout, les branches, le tronc, la souche, etc. Le bois de chauffage de tout genre. Donc, une fois que les arbres sont mis en bûche, le matériel est réglementé. Et puis l'insecte, là, tous les stades de développement. Et puis, même si du matériel provient de l'extérieur de la zone, il rentre sur un terrain, une fois qu'il est sur le terrain, ça devient un article réglementé. Donc, la réglementation s'applique aussi. Et pour déplacer ce matériel-là, ben, ça prend une autorisation de la CIA. Donc, il faut communiquer avec le bureau local et puis on va vous émettre, si c'est possible, un certificat de circulation. Donc, ça s'applique à. Il y a certains produits qui vont être d'emblée acceptés, là, comme le bois traité à la chaleur 5630, ou ça peut être aussi, on peut avoir des ententes avec certaines personnes qui font du bois de chauffage, qui trient, chez qui on pourrait vérifier que le bois en longueur est du bois dur, par exemple, puis qui pourrait être transformé en bûche, puis ensuite pour lequel il pourrait avoir un certificat de circulation d'émis, ou aussi pour le bois d'épinette qui est simplement abattu, puis qui est déplacé vers un établissement qui serait accrédité. Donc, on peut s'accréditer. Dans le fond, il y a un programme qui existe. Là. Malheureusement, il n'y a pas encore de personne c'est un programme qui est sur une base volontaire. On n'a pas encore de personne qui a levé la main, mais c'est un morceau du casse-tête qui nous manque, disons, parce que ça pourrait permettre à un établissement. Le programme est pour permettre aux établissements de transformation d'ouvrir des possibilités pour la valorisation, la transformation et la disposition du matériel. Donc, c'est simplement d'avoir un certificat couvert par un certificat de circulation, puis qui va vers un lieu où il y a un plan de contrôle préventif qui est en place. Oui. Donc, le plan de contrôle préventif, c'est pas non plus très compliqué ni très contraignant. Là. Il suffit d'identifier une méthode de transformation et de gestion des résidus qui permet de gérer le risque associé au longicorne brun. Donc, certaines méthodes de transformation. Ensuite, de planifier les activités de réception, de transformation, de gestion des résidus durant la période à faible risque. Donc, il y a une période à faible risque du 16 septembre au 29 avril. Généralement, l'insecte, il est à ce moment-là dans sa loge nymphale à l'intérieur de l'abbaye. Donc, il n'y a pas de risque en déplaçant le matériel qu'il y a un insecte qui s'échappe. Seulement, toute l'activité qui va gérer le risque devra être fait pendant cette période-là, pour éviter qu'il y ait un insecte là, qui puisse émerger à destination. Puis, en fait, dernier élément clé, c'est de tenir des registres pour chaque étape de la réception, la transformation, puis de l'élimination des résidus. Puis bon, même si actuellement, comme Olivier le disait, on a des insectes dans des pièges, donc on sait que l'insecte est dans la nature, on a émis des avis d'interdiction de déplacement là où on avait des motifs raisonnables de croire que les populations pouvaient être installées, mais il reste qu'on n'a pas de population identifiée dans des arbres, donc on
on propose quand même certaines bonnes pratiques où on demande aux gens d'être vigilants, aux exploitants forestiers et aux gens de la région. Puis on recommande, dans le fond, si c'est possible, le report des couples dans la période à faible risque, puis de communiquer, si jamais vous voyez signes et symptômes, de communiquer avec votre bureau local de la CIA. Et voilà, en fait, l'essentiel. Vous voyez ici la zone. Ici, on a une carte avec une zone qui nous donne une zone avec une certaine zone tampon. C'est une zone qu'on dit, c'est un peu arbitraire, là, ça pourrait être un peu plus loin. Donc, on conseille à tout le monde de faire attention et d'être vigilant. Voilà, et ça conclut la portion réglementation. Merci Pierre-Marc. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.